c'est un ensemble de choses, je pense, qui rentrent dans ce titre Ghost Markets, donc c'est des marchés fantômes. Et à l'intérieur de ça, tu parles de films fantômes comme forme. À quoi est-ce que ça correspond vraiment les fantômes? Pourquoi utiliser le mot fantôme dans le titre? Je voulais faire un documentaire sur l'économie en prison avec les personnes détenues, donc co-signé. Parce qu'en fait, le seul endroit en France dans lequel la monnaie circule pas, donc la monnaie sous forme d'espèces, les pièces et les billets, c'est l'espace carcéral. Parce que tout simplement, tout échange est interdit entre personnes détenues, c'est-à-dire de manière horizontale. Et les seuls échanges qui sont autorisés, c'est des échanges verticaux, c'est-à-dire avec l'administration pénitentiaire. L'administration pénitentiaire m'a dit, par contre, oui, d'accord, mais vous parlez de tout sauf des échanges illégaux. Mais après, il y a plein de choses à dire sur l'économie, ce qu'on appelle formelle, c'est-à-dire légale. Hein, c'est sûr, il y a plein de choses à dire. Mais bon, moi, ce qui m'intéressait, c'était l'interaction entre les deux, quoi. Et donc, ce projet-là, Ghost Market, ça correspond à un travail de terrain qu'on a fait, qu'on devait faire pendant 1 an et qu'on a fait pendant 6 mois, où j'ai travaillé avec ces mêmes hommes détenus et sur la création d'une monnaie. Et l'idée, c'était, une fois que la monnaie était créée, voir si on pourrait pas essayer de la lancer en accord avec l'administration pénitentiaire, justement, qui a suivi le projet, qui l'a soutenu depuis le départ. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est pas binaire, c'est compliqué, hein, c'est vraiment compliqué. Et on a commencé à filmer le 6 mars 2020. Donc, voilà, j'ai une interview. Voilà. Et donc, quand on a déconfiné, j'avais rien, j'avais plus de possibilité de tourner, j'avais tout le matériau de préparation du tournage, mais rien d'autre. Et donc, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Ce serait intéressant de travailler à partir des archives de ce film qui n'a jamais été tourné. D'où ce qui a eu lieu à Béton Salon en septembre, où en fait, on a utilisé l'intégralité de l'espace pour reconstruire l'architecture de la détention, placer les voix qu'on avait, donc les rares interviews qu'on avait, les voix des détenus dans cette architecture, et sinon l'activer par le récit. Donc moi j'étais là et je guidais les spectateurs à travers cette architecture pour leur expliquer exactement le projet. On avait aussi un système d'archives qui était activé sur une espèce de plateau radiophonique, et l'idée c'était que les spectateurs entraient dans le film en train de se faire, alors parce que mon équipe de tournage était là pour produire des images pour le film, mais c'était plus sur le terrain, c'était à partir d'un décor reconstitué et qui s'assumait comme un décor reconstitué. Donc, c'est une espèce de documentaire expérimental. Donc, on arrivait en tant que spectateur et on avait à la fois ce récit, ces archives qui étaient un peu mises en espace, cette architecture de la détention, avec un peu des scènes abandonnées de la fonte de la monnaie. On avait la casserole avec... c'est une monnaie en sucre, donc avec le sucre à moitié fondu sur le réchaud artisanal, dans une reconstitution de cellules, on avait, etc., etc. Et moi, ce que je voulais faire au début, parce que j'étais très optimiste, c'était que je voulais faire sortir les personnes détenues qui avaient travaillé sur le projet en septembre pour qu'elles expliquent le projet elles-mêmes. Mm-hmm. C'était ça l'idée de base, c'était une performance collective. Mais là, évidemment, ils étaient encore en état d'urgence sanitaire, en détention, bien après nous. Donc, ils n'ont pas pu. Donc, je voulais on a voulu d'ailleurs avec eux souligner leur absence. Donc, dans la construction de cette architecture, chaque espace correspondait à un des participants, puisque chacun avait apporté quelque chose de différent au projet. Chacun avait pris en charge une dimension de la monnaie qui l'intéressait plus. Par exemple, c'était un des participants qui disait je veux parler de la dimension addictive de la société de consommation, donc on va utiliser le sucre. Aussi parce que c'est une monnaie alternative carcérale, pas le sucre mais la drogue. Donc tout ce qui est et les médicaments en fait, tout ce qui peut être addictif, c'est aussi une monnaie. C'est pas seulement des biens de consommation. C'est une monnaie alternative. Christophe et Philippe, ils s'étaient vraiment très intéressés par les liens à l'effigie, l'architecture et le contre-pouvoir, etc., etc. Donc, en fait, toute l'architecture était aussi une manière de parler de chacun des aspects de la monnaie et de chacun des participants qui étaient là de manière fantôme. Donc, c'était à la fois un film fantôme, mais c'était aussi une manière de, eux, souligner leur absence. Aussi parce qu'il y avait toute une partie parloir. J'avais reconstitué une partie des parloirs et c'est ça qui m'intéressait aussi, de faire allusion à la crise sanitaire, à la fermeture des parloirs, parce que c'est aussi un événement économique, parce que la plupart des biens illégaux, ils entrent par les parloirs. Donc ça veut dire que si tu coupes les parloirs, il y a non seulement la souffrance psychique qui est occasionnée par l'absence des proches, mais il y a aussi le fait que tu mets une partie des réseaux économiques clandestins à l'arrêt.
Donc, c'était ça aussi qui nous intéressait. Et on s'est rendu compte à quel point le projet pouvait être repensé dans ce nouveau contexte, parce que la seule interview que j'ai, par exemple, c'est celle de donc le graveur qui a conçu les outillages pour la fonte des pièces, qui est quelqu'un qui a un talent incroyable. Il parle pendant 1 heure de l'importance du toucher dans la monnaie, et que tu peux fermer les yeux et effleurer une pièce et tu peux la reconnaître. Et ça, c'était très troublant, parce que maintenant, on nous demande d'arrêter d'utiliser les espèces, parce que la monnaie, c'est un vecteur de virus. Oui, c'est vrai. Oui. Enfin, voilà, il y avait toute une chose comme ça. On avait beaucoup travaillé sur les codes d'échange. Donc, tu as des codes de salutation, des checks, en fait, qui sont très liés à des réseaux d'échange, des systèmes d'échange codés. Maintenant, on n'a plus le droit de se serrer la main. Donc, en fait, c'était toute la question du rapport entre les corps dans l'échange qui se retrouvaient posés aussi. Et ces corps-là, ils étaient absents puisqu'ils n'ont pas pu sortir. C'est vrai que sur ce projet, j'interviens en tant que graveur, mais en réalité, j'en avais jamais fait. Je fais un peu de sculpture avec de l'argile. J'ai été débauché par l'un des participants au projet pour justement voir si c'était possible, avec l'argile tout d'abord, de créer des matrices de pièces. Il s'avère que l'argile étant trop cassant, même cuit, nous nous sommes rabattus sur le métal. Il faut dire qu'à l'extérieur aussi, nous sommes entrés dans un système de consommation où nous n'avons pas forcément l'argent, la monnaie de façon palpable dans la main. On peut payer par carte ou directement par virement. Après, en détention, nous n'avons pas d'argent réel, palpable, mais nous détenons quand même un compte où notre pécule est approvisionné. Si nous avons besoin de faire des cantines, des provisions, on peut quand même commander et payer. Donc on n'a pas une déconnexion brutale avec l'extérieur par rapport à la monnaie. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment qu'on en retouche, on se dit ça fait longtemps et bon. Toucher, c'est important. Après, je pense que ça fait partie de la monnaie, son poids, sa texture, tout a été travaillé et puis c'est des choses qui sont enregistrées dans votre subconscient, dans votre physique de votre main. Même les yeux fermés, vous pouvez toucher une pièce, vous allez savoir que c'est une pièce de monnaie. Vous allez toucher un billet, vous allez sentir que c'est un billet, indépendamment d'une feuille classique. Alors oui, je pense que quelque part le toucher prend une part non négligeable dans l'utilisation de la monnaie. Tu as beaucoup de partenaires sur ce projet, c'est incroyable le nombre de laboratoires et d'institutions que tu fédères en fait. Et j'ai vu la Monnaie de Paris en faisait partie. Nous, on a eu des gens de la Monnaie de Paris qui sont venus travailler en détention avec les détenus. Tu vois, comment on fabrique une monnaie? Donc, il faut déjà commencer par la conception graphique, ensuite la conception des outillages, ensuite la fonte ou la frappe. Et donc, nous, on est parti de leur processus de travail pour réaliser notre monnaie. On a réparti les rôles entre les gens qui s'occupaient du design parce qu'ils savaient gérer les logiciels nécessaires, parce qu'ils avaient les compétences de le faire en détention. Les gens qui s'occupaient des outillages, donc le fameux graveur dont je t'ai parlé, et la fonte des pièces qu'on a faites tout ensemble, etc., tous ensemble, etc., etc. Mais la question qui se pose aussi de travailler avec eux, c'est que on parle d'une économie oppressive, du coup, le capitalisme, etc. On en parle beaucoup, du coup. C'est aussi de ça que ça parle, cette création de monnaie en détention. Et on travaille avec l'une des instances principales de production de l'euro. Oui. Et de production de pouvoir. Et donc ça, c'est une vraie question. En fait, c'est à la fois quelque chose qu'on a exploré ensemble, c'est-à-dire que les détenus ont eu ce débat avec l'équipe de la Monnaie de Paris sur le pouvoir et le contre-pouvoir, justement. Et moi-même, ça me pose question dans ma gestion de ce projet comme d'un projet collaboratif. C'est-à-dire, est-ce que j'ai raison d'emmener ce partenaire-là dans ces conditions-là? Voilà, ça pose plein de questions sur l'économie même du projet, en fait, de l'organisation du projet. Oui. Mais c'est aussi cette dimension de la matérialité,
de la production de la monnaie et des techniques, la matérialité des techniques est très intéressant aussi, que tu amènes tout ça au sein de l'espace carcéral. En fait, c'était ça. C'était comment tu développes un contre-réseau de production monétaire. C'était devenu ça la question, tu vois. Et est-ce que c'est une monnaie alternative, donc une monnaie qui est conçue dans une logique de contre-pouvoir, ou est-ce que c'est une monnaie de nécessité, c'est-à-dire une monnaie qui n'est pas conçue dans une logique de contre-pouvoir, mais de complémentarité avec le pouvoir en place. Moi, j'avais la possibilité de leur faire recourir à d'autres équipements. Tu vois, par exemple, des imprimantes 3D, des choses comme ça. Et c'est eux, les participants détenus, qui ont refusé, qui ont dit non, on va utiliser les compétences et le matériel qu'on a en détention, sinon c'est pas cohérent. Et donc, c'est là qu'on a dû reproduire tout ce réseau-là et toutes ces chaînes d'étapes de fabrication à l'intérieur de la détention, en fait. Et là, la question s'est posée, mais c'est pareil, en fait, c'est un réseau économique, donc comment tu rémunères le travail? Voilà. Parce que c'est du travail. Tu vois, donc on a essayé de réfléchir sur des modalités d'échange de services, sur de la nourriture par exemple. Pour le coup, j'ai pas le droit d'échanger de la nourriture d'une personne à une autre, donc ce que je faisais, c'est que je la ramenais et on mangeait tous ensemble en atelier. Ouais, tu vois, on parle de dons et de contre-dons. Moi, j'ai pu par exemple fournir du matériel des beaux-arts au graveur en échange de la réalisation des prototypes. D'accord. Pour que lui puisse continuer à s'entraîner sur d'autres techniques. Donc, c'est tout un réseau. En fait, le projet, c'est tout un réseau économique qu'on a essayé de mettre en place. Pour moi, il y a un échec qui est le mien, qui est que j'ai pas réussi à avoir assez de budget pour les rémunérer financièrement. Après, je trouvais ça intéressant d'essayer de le faire sur les modalités du troc et de l'échange de services parce que c'est les leurs. Oui. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose que tu amènes peut-être par ces formations? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils en retirent et qu'ils pourraient conserver? Je vais te donner un exemple. Quand ils ont recruté le graveur en cours de promenade, il a débarqué en me disant c'est bon, je suis formé, je peux faire le projet, il n'y a aucun problème. J'ai dit OK. On fait l'interview 6 mois plus tard et j'ai appris, mais face caméra, j'étais pas au courant, qu'en fait, il n'était pas formé du tout. Il a débarqué, il n'avait jamais fait de gravure sur métal. Il s'est formé pour le projet tout seul. En fait, il n'avait pas besoin de moi. Il s'est juste auto-formé, tu vois. Parce que l'art, c'est censé être, tu sais, c'est censé être ce domaine ontologiquement à part et sans intérêt et soi-disant sans conséquences sur la réalité ou autre. C'est ça qui nous permet de faire un tas de choses, toute cette constellation que tu as pu faire en engageant toutes ces institutions, de pouvoir percer quelque chose et de réunir des éléments qui autrement ne seraient jamais réunis en fait. C'est parce que en quelque sorte, tu arrives à créer justement ce lien social et peut-être une communauté même. Justement parce que il y a cette croyance que finalement l'art n'est pas très sérieux, tu vois. C'est contradictoire, mais ça permet, c'est ça qui fait qu'on est autorisé à faire des choses qui ne seraient pas faites autrement. Et ça, en soi, en fait, c'est un contre-pouvoir. Ça permet, ça pourrait fonctionner comme comme une sphère de contre-pouvoir en quelque sorte. Mais la question que je me posais, à quelles conditions tu pourrais avoir des conséquences réelles pour ces gens-là? De créer cette sphère soi-disant fictive d'art et de production artistique, à quelles conditions et comment ça peut avoir des conséquences pérennes et réelles dans la vie de ces gens-là, mais c'est peut-être déjà là en termes de lien social et de tout ce processus auquel ils participent. Moi, je suis pas d'accord avec cette conception de l'art comme quelque chose de détaché du réel, au contraire. Et d'ailleurs, je le vois avec ce projet-là, je le vois de plus en plus comme une économie aussi. Et du coup, je vais te donner un exemple. Mais moi, quand j'ai commencé à bosser avec les gars, c'était il y a 7 ans. Et il y a 7 ans, ils étaient là, non mais c'est bon, l'art contemporain, ça va, c'est vraiment n'importe quoi. Et là, maintenant, ils arrivent, ils s'adossent contre le radiateur comme ça, nonchalamment, ils me disent, bon Julie, t'as tout ce qu'il te faut pour l'expo ou t'as besoin qu'on produise un peu plus? Tu vois ce que je veux dire? Et donc pour moi, ils se sont intégrés dans cette économie de la recherche-création en tant que producteurs. Et ils sont dans une logique de recherche-création sur leurs propres conditions de vie. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, sur la monnaie en tant que telle, en fait, on a eu ce débat. J'ai un gars qui a débarqué un jour et qui m'a dit, mais soyons clairs, parce qu'on parlait du sucre, la monnaie en sucre. Et il me disait, mais attends, ça va se casser, ça va se dissoudre.
Ce qui est le cas, je confirme, c'est pas solide du tout. Et j'ai un des gars qui m'a dit, mais est-ce qu'on est vraiment en train de créer un outil pour faciliter le quotidien ou est-ce qu'on est en train de créer une œuvre pour les bobos parisiens? Bonne question. Ta monnaie, c'est une métaphore. Enfin, tu veux en faire une métaphore visuelle et matérielle que tu vas pouvoir mettre dans une galerie, quoi. Mais nous, si elle se casse, on peut pas les changer. Et c'est une question qu'on n'a pas résolue, je pense. Et c'est un des échecs du projet, mais c'est pas grave. Enfin, l'échec, ça fait partie du projet aussi, je trouve. Au bout du compte, je me dis que finalement, ce qui est intéressant dans le sujet, c'est pas d'arriver à frapper la monnaie, mais c'est d'étudier et de voir de près toutes les étapes pour la création de la monnaie. Parce qu'en fait, qu'on la crée ici ou qu'on la crée dehors pour un État, les démarches vont être exactement les mêmes. Les motivations vont peut-être être différentes. Mais la recherche d'un logo, un État va le faire de la même façon que nous. La recherche d'une valeur, ça va être fait de la même façon que nous, sauf qu'on va peut-être pas se baser sur l'or, mais on va se baser sur d'autres valeurs, sur d'autres intérêts. Oui, voilà, je crois que c'est ça. En fait, c'est pas le but qui compte, c'est le chemin. Voilà. La monnaie qu'on est en train de fabriquer, je ne la vois personnellement qu'à Poissy. Si elle devait être ailleurs, je pense qu'il faudrait faire travailler tous les services de toutes les autres maisons pénitentiaires. Ce serait compliqué, ça serait long, ça serait difficile. Je pense que si ça doit fonctionner, il faut le faire ici, montrer que ça peut fonctionner, et à partir du moment où ça fonctionne, ça peut se répandre ailleurs. Dans ce livre que je lis, ils décrivent deux façons de s'approcher de la fiction comme méthode, qui sont finalement inséparables. Mais pour des raisons analytiques, on va faire comme si c'était possible. Donc il y a des espèces de fiction, artistiquement parlant, je veux dire, comme stratégie artistique. Donc il y a des fictions qui sont révélatrices des structures existantes dans le monde et qui opèrent dans nos constructions du quotidien. Et il y a une seconde façon, second type de fiction c'est des fictions qui sont déployées comme des césures qui permettent des césures pour que le futur puisse pénétrer en fait, et qui permettent un peu l'espace de la spéculation et éventuellement pour des formes alternatives de sociabilité ou d'autres choses. Mais c'est ces deux façons-là qui m'intéressaient. Je pense que parce que je vois les deux dans ton travail. Mais je pense que tout ce travail que tu fais sur la monnaie ou le système économique au sein de la prison, nécessairement vient refléter quelque chose par rapport au monde économique tel qu'on le connaît, tel qu'on le prend pour une évidence. On pense la prison comme un laboratoire pour réfléchir à l'extérieur. Et du coup, quand on a commencé sur l'espace carcéral en disant il n'y a pas de monnaie en détention, en fait, ce qu'on s'est dit tout de suite, c'est d'accord. Alors nous, ce qu'on aimerait bien savoir, c'est qu'est-ce que va nous apprendre un travail sur le terrain dans un espace où il n'y a pas de monnaie, où cette fiction nationale de la monnaie est désactivée, et c'est une fiction économique aussi. Donc, c'est pas de se dire comment marche l'économie en prison, c'est de se dire qu'est-ce que ça dit de notre économie et de notre manière d'échanger le seul espace, ce qui se passe dans le seul espace où il n'y a pas de monnaie. Il y a des monnaies alternatives, il y a des systèmes d'échange de services, du don et contre-don, du troc, des enjeux de pouvoir qui sont complètement différents. Et finalement, c'était de travailler là-dessus qui nous dit plein de choses sur nos manières d'échanger, mais en règle générale, pas en détention en fait. Là, on en parlait pas mal, mais tu as des processus de privatisation qui sont dramatiques des prisons. Tu as des questions de sous-rémunération chronique, des structurelles des personnes détenues qui travaillent. Bien sûr que ça dit des choses de l'extérieur. Bien sûr. Et là, je parle que de l'économie formelle. D'un autre côté, qu'est-ce qui se passe dans un endroit où il n'y a pas de monnaie? Il y a des échanges de services et du don et contre-don. Et ça, on l'oublie complètement quand on pense à notre économie. On pense qu'à la monnaie, mais c'est pas vrai en fait. Tu viens chez moi, tu m'emmènes un thé et des gâteaux, c'est de l'économie en fait. C'est du don et du contre-don. Et ça, c'est très très fort en détention, ce genre de choses. Ce rapport à la nourriture notamment et ce rapport au don et au contre-don. Donc c'était une manière de penser l'extérieur. Ça va peut-être me permettre de passer à quelque chose d'autre que tu m'as envoyé récemment. Qu'est-ce qu'un milieu
assez spécifique comme l'espace carcéral peut nous apprendre par rapport à la transformation qu'on traverse dans le contexte de la pandémie, dans la gestion de l'espace, des espaces et de nos corps dans l'espace. En regardant ton dossier, parce qu'il y a beaucoup d'images que tu m'as envoyées, Ouais. et quand moi j'ai regardé l'ensemble de ces images, tout d'un coup ça fait ressortir quelque chose qu'on ne sent pas nécessairement tous les jours, mais toutes ces images de plexiglas, de séparation, de bordure, de tout un tas de moyens de marquage par le sol, et comment les gens se placent. De voir l'ensemble, juste les images, ça dit quelque chose déjà qui est assez percutant en fait. Tu sais, c'était au moment où tout le monde était très fiévreux, on va déconfiner, il faut qu'on trouve des nouvelles formes d'interagir entre nous en tant que corps et en tant que peau, c'est un peu ça. Dans l'espace public, commence à y avoir toutes ces hypothèses de construction, de nouvelles architectures en fait, et de nouveaux dispositifs de contrôle aussi. C'est encore une fois l'idée que la prison c'est un laboratoire, mais en détention, il y a cette espèce de conscience du corps et de la manière dont tu vas déplacer ton corps dans l'espace parce que c'est constamment contrôlé. Et en détention, dans certains établissements, pas tous, mais par exemple la Fleury-Mérogis, tu as des marquages de distanciation sociale, mais depuis des années et des années, qui permettent de justement montrer au corps comment se tenir les uns par rapport aux autres à distance. Alors les parloirs, c'était différent. Attention, encore une fois, on est dans l'imaginaire des prisons américaines, mais les parloirs, on n'avait plus de plexiglas entre les personnes, sauf dans ce qu'on appelle les parloirs hygiaphones, donc les parloirs de sanction, quand tu as fait une connerie en détention, et voilà. Mais c'est revenu. Déjà, ça a été interdit pendant le confinement, et au déconfinement, c'est revenu, c'est-à-dire qu'on a reconstruit cette architecture où tu as un plexi qui sépare deux corps, quoi. Et tu as cette troisième chose, mais ça, c'est vraiment dans les prisons. En tout cas, ça a été étudié dans les prisons américaines. Ces logiciels de traçage des corps des détenus dans l'espace carcéral. Et quand j'ai commencé à collecter mes images du déconfinement, c'était hallucinant parce que, alors, les marquages de distanciation sociale, maintenant, on les connaît tous. Les parloirs, maintenant, on en a dans les EHPAD. On a des entreprises qui commencent à en construire des parloirs portatifs aux Pays-Bas, qui sont montables et démontables. Et le traçage numérique, n'en parlons même pas, en fait. Enfin, on est en plein dedans, évidemment, sur tous les débats autour des applications Covid, aussi de ce qui se passe en Chine. Donc voilà, mais tout ça, c'est des choses qu'on voyait déjà en détention et qui sortent. Et ça, c'est très foucaldien de dire oui, mais en fait, ce qui a été expérimenté en détention, ça sort dans la société dite disciplinaire. Il faut faire attention avec ça parce qu'il y a plein de débats justement autour de à quel point il avait raison et à quel point il faut nuancer ces questions-là. Mais oui, enfin moi, en tant qu'artiste visuel, c'est ça qui me fascine, c'est cette apparition de nouvelles formes architecturales et de contrôle, quoi. On a beaucoup discuté avec toi de machines, de la question machine la dernière fois qu'on s'est vu. Dans ton dossier, j'ai vu que tu as fait un petit paragraphe sur les machines de guerre de évidemment. Pour moi, ça fait revenir toute cette idée de logique de captation et de fuite et de confinement et de contagion que je trouve intéressant. Et je ne sais pas, ça peut être peut-être intéressant de penser ça comme une sorte de contagion des formes de captation. C'est très bizarre ce qui se passe. Je ne sais pas. C'est juste une question comme ça que je pose. Bon, c'est intéressant parce que la machine de guerre définie par Deleuze et Guattari, c'est l'idée de dire qu'est-ce qui fait machine de guerre, et ce qui va faire machine de guerre, c'est l'interaction entre l'État qui se constitue comme une forme répressive et les formes de résistance et ou de micro-résistance qui vont se constituer. Et moi, ça m'intéresse depuis le départ parce que je concevais la prison comme une machine de guerre et j'étais très intéressée par les micro-résistances qui pouvaient s'y développer. Alors, attention justement à nuancer parce que c'est pas binaire. C'est pas ce que je veux dire. Mais c'est pas ce qu'ils veulent dire non plus, en fait, Deleuze et Guattari là-dessus. Pour eux, ce qui fait machine de guerre, c'est cette interaction entre un pouvoir de contrôle et la manière dont nous, on va réagir. Et évidemment que là, on est en plein dedans. Là, clairement, c'est exactement ça, en fait. Moi, je trouve ça très troublant dans le discours du 16 mars de Macron, cette association entre la guerre et le virus.
Alors que c'est une longue association, hein, ça date du XVIIIe siècle en fait, les liens rhétoriques entre guerre et virus, mais c'est assez fascinant parce que tu as aussi une tradition rhétorique de l'association entre la subversion politique et le virus. Oui. Et tu as déjà Cicéron qui parle de la sédition politique comme d'une peste. Et c'est assez fascinant parce que moi, j'ai été hier à la manif et j'ai entendu déjà deux choses. J'ai entendu quelqu'un qui criait le virus c'est la guerre en plein milieu de la manifestation et quelqu'un d'autre peu après. On a eu la première, on a eu la deuxième, maintenant on a la troisième guerre mondiale. C'est des espèces d'associations rhétoriques qui ont été carrément reprises, qui sont là. Je pense que c'est dû à ce discours qui a été vraiment repris dans le tissu linguistique un peu collectif aujourd'hui, mais je trouve ça assez fascinant. Et l'autre chose, tu parles de la contagion des formes. Quelqu'un comme René Girard, par exemple, qui pense à la violence comme une forme de contagion. La violence, c'est quand on devient tous les mêmes. C'est une perpétuation du même. Et on devient tous les doubles des uns les autres, et jusqu'à ce que ça explose sur un bouc émissaire qui est celui qu'on construit comme autre. Voilà. Et tu vois, donc quand tu parles de contagion, tu vois. Ouais. C'est parce que j'ai peut-être beaucoup fait de recherches en biologie à un moment, mais c'est aussi contagion, c'est aussi la façon dont des formes plus complexes de vie peuvent exister en fait. C'est comme ça que biologiquement, la vie se complexifie, que de nouvelles espèces se forment, etc. Donc il y a un côté assez émancipatrice et créatif aussi de la contagion, de ce qui peut être contagieux, voilà. Tu parlais de Deleuze et Guattari, mais ils en parlent. Ils parlent du virus. Et ils disent le virus, c'est aussi quelque chose qui occasionne des transferts génétiques entre espèces. Et en fait, ça nous permet de faire rhizome les uns avec les autres. Pendant le séminaire au Centre Pompidou là, de Paul B. Preciado en octobre, lui, il a parlé de ça. Il a dit on va faire virus, on va faire cluster. Il cite pas explicitement Deleuze et Guattari, mais vu les termes qu'il utilise, je pense qu'il l'avait en tête. Parce qu'il parle de la traditionnelle idée de l'alliance des luttes. Et il dit on va faire cluster. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cluster, ça veut dire on se réunit en groupe et il y a une contamination qui explose. Mais en fait, lui, il parlait de contamination politique, tu vois. Donc, je trouve ça intéressant. Mais ça m'a vraiment troublée hier parce que ce vocabulaire qui est repris du coup à la fois par le président de la République le 16 mars, mais lui pour associer la guerre et le virus, donc pour associer un espace militaire et un dispositif un peu militaire et le virus, et des philosophes qu'on peut dire politiques aujourd'hui comme Preciado, qui reprend ça, mais pour parler de subversion politique. Et moi, je me retrouve dans cette manif hier, et je vois que ça circule aussi, on parle toujours de circulation et de contamination, et je vois que ça circule d'une personne à l'autre, et que ça devient des slogans, en fait. Oui. Et que les gens le prennent comme cadre de pensée aussi. Et et là, ça m'a fait vraiment quelque chose pour le coup. Tous les jeudis après-midi, activité maintenant. Hein? Ça s'appelle l'activité la rumeur. Ça va avec le pôle culture. On est connectés.